Quand mon fils Daniel a fermé à clé la porte de la chambre d'amis devant moi et a dit, assez fort pour que sa femme l'entende, depuis la cuisine, « Papa, ici ce n'est pas une maison de retraite. Si tu veux continuer à habiter ici, il va falloir payer un loyer. » J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de la tristesse. C'était cette sensation glacée de reconnaître que le petit garçon que j'avais élevé, le gamin que je tenais dans mes bras quand il faisait des cauchemars, le jeune homme qui avait pleuré sur mon épaule quand il avait perdu son premier emploi, n'existait tout simplement plus. À sa place se tenait un étranger aux yeux froids qui calculait combien il pouvait me faire payer pour dormir sur le canapé de la maison que j'avais moi-même aidé à acheter. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste avalé cette humiliation sèche qui racle la gorge comme du verre brisé, et j'ai hoché la tête. J'ai vu le sourire de satisfaction se former au coin de la bouche de ma belle-fille Camille. Ce petit sourire venimeux de quelqu'un qui vient de remporter une bataille. Elle était appuyée contre le chambranle de la porte de la cuisine, les bras croisés, regardant la scène comme on regarde une émission de télévision ennuyeuse. Ses yeux me disaient tout. J'étais un fardeau, un obstacle, un vieux inutile qui mangeait gratuitement et occupait un espace précieux dans leur maison. J'ai monté lentement l'escalier, parce que mon genou droit me fait mal quand je monte vite, séquelle de 42 ans de travail debout. Je suis entré dans la chambre, qui avait été la mienne pendant seulement 6 mois, et j'ai commencé à faire ma valise. Je n'avais pas grand-chose. Quelques vêtements, mes médicaments, la photo encadrée de ma défunte épouse Louise, celle qu'on avait prise à Bordeaux pour notre 30e anniversaire de mariage, quand elle souriait encore de cette façon qui illuminait n'importe quel endroit. J'ai plié chaque vêtement avec soin, comme elle me l'avait appris, parce que Louise disait toujours qu'on prend soin des petites choses pour ne pas perdre le contrôle des grandes. Pendant que je fermais ma valise, je les ai entendus rire dans la cuisine. Je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts pour écouter. Les murs étaient fins et ils ne se souciaient même pas de baisser la voix. « Enfin », dit Camille avec ce ton de soulagement exagéré. « Maintenant, on va pouvoir transformer cette chambre en dressing comme je l'ai toujours voulu. » Ce vieux occupait un espace qui vaut de l'or dans cette maison. Daniel a ri. Mon fils a ri. Et dans ce rire, il y avait un accord, une complicité qui m'a coupé plus profondément que n'importe quel mot aurait pu le faire. Je suis descendu avec ma valise à la main. Ils étaient assis à la table de la cuisine, cette même table où je prenais mon petit déjeuner tous les jours depuis 6 mois. Toujours en silence, parce qu'ils avaient clairement fait comprendre que ma présence était tolérée, non désirée. Camille buvait son café au lait en regardant son portable. Daniel feuilletait un magazine de décoration. Aucun des deux n'a levé les yeux quand je suis passé. Je vais dormir sur le canapé du salon en attendant de régler les choses, ai-je dit, la voix sortant plus étranglée que je ne l'aurais voulu. Camille a haussé les épaules sans quitter l'écran des yeux. Daniel a tourné une page du magazine. « D'accord, papa, mais rappelle-toi, à partir de lundi, c'est 500 € de loyer, par mois. 500 €, presque la moitié de ma retraite de 1200 €. Moi qui avais vendu ma maison dans la Loire, cette maison de 3 chambres, avec un grand jardin où Louise plantait des rosiers et où j'élevais des poules, pour 180 000 €. Et donner tout cet argent à Daniel pour ouvrir le magasin de matériaux de construction dont il avait toujours rêvé. Cette nuit-là, allongé sur le canapé du salon, regardant le plafond fissuré, je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu de la naissance de Daniel à l'hôpital Saint-Louis à 3 heures du matin d'un décembre chaud. Je me suis souvenu de comment Louise avait pleuré de bonheur en tenant ce petit bébé rouge et ridé. Je me suis souvenu de toutes les nuits que j'avais passées éveillé quand il était malade, de toutes les heures supplémentaires que j'avais faites à l'usine de pièces automobiles pour payer l'école privée, de comment j'avais vendu ma voiture pour donner l'acompte de sa première moto quand il avait eu 18 ans. Je me suis souvenu de la fierté que j'avais ressentie quand il avait obtenu son diplôme en gestion, le premier de la famille à avoir un diplôme universitaire.
Et je me suis aussi souvenu de quand il avait rencontré Camille, il y a 3 ans, lors d'une fête du Nouvel An à Nice. Dès le premier jour, j'avais remarqué quelque chose d'étrange chez elle. La façon dont elle regardait notre maison simple dans la Loire, avec cet air de supériorité mal dissimulé. Comment elle calculait mentalement la valeur de chaque objet. Comment ses yeux brillaient quand Daniel mentionnait que j'avais une petite réserve de côté. Mais je m'étais tu, parce que Daniel semblait heureux, et un père veut voir son fils heureux, n'est-ce pas? Après le mariage, tout a changé rapidement. Camille a convaincu Daniel d'ouvrir le magasin de matériaux de construction à Lyon. C'est une ville en pleine croissance, chérie. On va devenir riche. Elle avait la réponse toute prête pour tout, toujours avec ce sourire de vendeuse d'illusions. Et mon fils, amoureux et ébloui, y a cru. Ils sont venus me demander l'argent un dimanche après-midi. Ils se sont assis avec moi sur la terrasse, Camille avec un carnet plein de chiffres et de projections. Beau-père, c'est un investissement sûr. Dans 2 ans, on vous rembourse tout et on partage même les bénéfices avec vous. J'ai signé le virement bancaire le lendemain. 180 000 €. Tout l'argent de la vente de la maison où j'avais passé 35 ans de ma vie, où j'avais élevé mon fils, où j'avais enterré mon chien Brutus au fond du jardin, où Louise avait poussé son dernier soupir dans notre lit, tenant ma main et me demandant de bien prendre soin de Daniel. J'ai tout transféré, parce que je faisais confiance, parce que c'était mon fils, parce que la famille, c'est comme ça, non? 3 mois plus tard, Louise est décédée. Cancer du pancréas. Rapide, cruel, sans pitié. Je me suis retrouvé seul dans cette maison trop grande pour une seule personne, entouré de souvenirs qui faisaient mal à chaque coin. C'est alors que Daniel a appelé. « Papa, viens habiter chez nous. La maison ici a une chambre d'amis. Tu pourras aider à t'occuper de Pierre, pendant que Camille et moi travaillons au magasin. Ce sera bien pour tout le monde. Tu ne peux pas rester là-bas tout seul dans cet état. » Ça semblait logique. J'ai vendu les quelques meubles qui restaient, j'ai donné les vêtements de Louise à l'église, parce que je n'arrivais pas à les regarder sans m'effondrer. J'ai fermé la maison, et je suis venu à Lyon avec 2 valises, et le cœur brisé en morceaux. Le début était plutôt correct. Je me levais tôt, je préparais le petit déjeuner pour tout le monde, j'emmenais mon petit-fils Pierre à l'école, je le récupérais, je l'aidais avec ses devoirs. L'enfant de 6 ans était le seul qui semblait vraiment heureux de ma présence. « Papy, tu vas rester ici pour toujours ?» a-t-il demandé un jour, avec ses grands yeux pleins d'espoir. Je voulais dire oui. Mais quelque chose chuchotait déjà que non. Camille a commencé doucement. D'abord, ce furent les commentaires subtils. « Beau-père, vous avez encore regardé la télé toute la journée? Ça doit être bien de n'avoir rien à faire, hein ?» Ensuite, est venu le contrôle de la nourriture. Elle a commencé à faire des courses comptées au supermarché. On fait des économies, beau-père. Le magasin n'a pas encore donné le retour espéré. Je percevais le mensonge parce que je voyais les sacs de vêtements de marque qu'elle rapportait chaque semaine, la nouvelle voiture qu'ils avaient achetée, le portable dernier modèle que Daniel exhibait. Puis sont venues les modifications physiques de mon espace. D'abord, ils ont retiré la télévision de la chambre d'amis. On en a besoin dans le salon, beau-père. Vous comprenez? Ensuite, ils ont commencé à utiliser l'armoire pour ranger leurs affaires. Mes vêtements ont été compressés dans un coin de plus en plus petit. Un jour, je suis rentré d'une promenade au parc et j'ai trouvé mes affaires empilées dans la buanderie. Des cartons avec mes affaires, comme si j'étais un locataire sur le point d'être expulsé. « C'est qu'on va rénover la chambre », a expliqué Camille, sans me regarder dans les yeux. « Elle va être inutilisable pendant quelques jours. Vous pouvez dormir sur le canapé du salon en attendant, non? C'est juste temporaire. » Temporaire est devenu 1 semaine. 1 semaine est devenue 2. Personne n'a plus parlé de rénovation. Je dormais sur le canapé, je gardais mes affaires dans des cartons dans la buanderie, je prenais ma douche dans la salle de bain de service. Lentement, méthodiquement, il me transformait en invisible. La goutte d'eau est venue ce jeudi-là. J'étais dans la cuisine en train de préparer un thé quand j'ai entendu Camille parler au téléphone avec quelqu'un. Elle ne savait pas que j'étais rentré plus tôt de la pharmacie. « Ma chérie,
Je n'en peux plus de ce vieux dans ma maison. Il mange, il consomme l'électricité, l'eau, il prend de la place. Et il ne contribue à rien, sa retraite est une misère, ça paie à peine les médicaments qu'il prend. Je dis à Daniel qu'il faut prendre une décision. Soit il paie pour rester ici, soit il s'en va. C'est simple. Je suis resté immobile, tenant la tasse vide, sentant le monde tourner lentement. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de dignité. C'était une question de respect. C'était le fait que j'étais devenu un fardeau dans la vie de mon propre fils. Ce soir-là, Daniel est rentré du travail le visage fermé. Camille avait dû préparer le terrain parce qu'il est allé droit au but, sans détour, sans me regarder dans les yeux. « Papa, on doit parler. Les choses sont difficiles ici. Le magasin ne rapporte pas comme on l'espérait. On a des factures en retard. Le crédit de la voiture, la carte de crédit au maximum. » Il a fait une pause, a respiré profondément. « Tu ne peux pas continuer à habiter ici gratuitement. Ce n'est pas juste pour nous. » Alors Camille et moi avons décidé. Soit tu contribues avec 500 € de loyer par mois, soit tu vas devoir chercher un autre endroit. 500 €, presque la moitié de ma retraite. De l'argent qui suffisait à peine pour mes médicaments contre l'hypertension, le diabète, l'arthrite, de l'argent dont j'avais besoin pour ne pas peser encore plus sur leur vie. « Et si je ne les ai pas ?» ai-je demandé, la voix sortant faible. Daniel m'a enfin regardé, mais il n'y avait pas de compassion dans ses yeux. Il y avait le calcul froid d'un homme qui avait appris à valoriser l'argent plus que le sang. « Alors, tu vas devoir te débrouiller, papa. Je suis désolé, mais c'est comme ça. » C'est là que je suis monté chercher ma valise. C'est là que je les ai entendus rire dans la cuisine. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter d'avaler les humiliations et de commencer à agir. Parce qu'il y avait quelque chose que mon fils ne savait pas. Quelque chose que même Camille, avec toute sa ruse calculatrice, n'imaginait même pas. Quelque chose que j'avais gardé secret pendant tous ces mois. Observant, notant mentalement chaque offense, chaque humiliation, chaque preuve de la cupidité qui consumait cette maison. Allongé sur ce canapé inconfortable, j'ai pris mon vieux portable, celui dont Daniel et Camille se moquaient parce qu'il était de dinosaure, et j'ai passé un coup de fil. Il était presque 10 heures du soir, mais je savais qu'il répondrait. « Allô, Maurice, c'est moi, Claude. Désolé d'appeler tard. J'ai besoin de ton aide. » Maurice Dubois était mon avocat depuis plus de 20 ans. Un homme sérieux, discret, d'une confiance absolue. Il m'avait aidé à régler la question de l'héritage quand Louise était décédée. Il m'avait conseillé lors de la vente de la maison. Il connaissait chaque détail de ma vie financière. « Claude, quelle surprise ! Bien sûr, parle, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expliqué la situation en grandes lignes, sans dramatiser, juste les faits. Maurice est resté silencieux pendant quelques secondes après que j'ai terminé. « Je comprends. Et tu veux que je fasse quoi exactement ?» J'ai respiré profondément. « Je veux que tu viennes me chercher demain et amène le directeur de la banque. Je pense qu'il est temps que mon fils sache la vérité sur qui je suis vraiment. » Maurice a ri de l'autre côté de la ligne. Ce n'était pas un rire malveillant, mais celui de quelqu'un qui voit enfin la justice sur le point d'être rendue. « Je vais tout organiser. À quelle heure tu veux que j'arrive ?» 9 heures du matin. Ils seront en train de prendre leur petit déjeuner. Ce sera parfait. Je serai là. Et Claude? Oui? Tu aurais dû faire ça il y a des mois. Je sais, Maurice. Je sais. J'ai raccroché et je suis resté à regarder le plafond, mais cette fois sans désespoir. Pour la première fois en 6 mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ou peut-être était-ce juste la satisfaction anticipée de voir l'expression sur leur visage quand ils découvriraient. Parce que la vérité, c'est que je n'étais pas le vieux fauché qu'ils imaginaient. Je n'étais pas le père indigent, dépendant, sans option. J'étais Claude Mercier, 68 ans, veuf, retraité de la société Pièces Automobiles Renault, où j'avais travaillé pendant 42 ans, mais aussi, et ça ils ne le savaient pas, associé minoritaire de la même entreprise depuis 2003. Quand Renault Pièces a été vendu à un groupe américain en 2019, ma part m'a rapporté 1 million
200 000 €. De l'argent que j'avais investi avec l'aide de Maurice dans des fonds immobiliers, des obligations d'État, des actions d'entreprises solides. De l'argent qui rapportait, au minimum, 7 000 € par mois en dividendes et intérêts. De l'argent qui était dans un compte dans une autre banque, protégé, intouchable, secret. Je n'en avais jamais parlé à Daniel parce que je voulais voir quel genre d'homme il deviendrait. Je voulais savoir s'il m'aimerait même en pensant que je n'avais rien. Je voulais voir si l'éducation que j'avais donnée, les valeurs que j'avais essayé d'enseigner, avaient vraiment pris. Et la réponse avait été douloureuse, mais claire. Mon fils avait échoué au test. Pire, il n'avait même pas réalisé qu'il était testé. La maison où ils habitaient, elle n'était pas à leur nom. Elle était au mien. Quand j'avais transféré les 180 000 € pour le magasin de Daniel, j'avais fait en sorte que le contrat soit rédigé de façon à ce que je sois le propriétaire légal du local commercial et des équipements. Daniel avait signé sans lire, trop ébloui par l'argent pour prêter attention aux détails. Camille, aussi maligne qu'elle se croyait, ne l'avait pas remarqué non plus. Et le magasin ? Il était enregistré comme société, avec Daniel détenant 49% et moi 51%. Il l'administrait, mais j'étais l'associé majoritaire. Tout parfaitement légal, tout documenté, tout signé par eux-mêmes. Je n'avais rien volé. J'avais simplement protégé mon patrimoine de personnes qui, comme je le soupçonnais déjà, valorisaient l'argent plus que le sang. Et demain, quand Maurice arriverait avec le directeur de la banque, quand il poserait sur cette table de cuisine tous les papiers, quand mon fils et ma belle-fille verraient la vérité noir sur blanc, j'aurais enfin ma réponse définitive. J'ai dormi cette nuit-là plus tranquille que je n'avais dormi depuis des mois. J'ai rêvé de Louise. Elle était dans le jardin de notre ancienne maison, s'occupant des rosiers blancs qu'elle aimait tant. Quand elle m'a vu, elle a souri. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon amour », a-t-elle dit. « Protéger n'est pas punir, c'est enseigner. » Je me suis réveillé avec des larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Le lendemain matin était comme tous les autres. Daniel et Camille ont pris leur petit déjeuner en parlant de la rénovation qu'ils voulaient faire dans la chambre, mon ancienne chambre. Pierre a mangé ses céréales en regardant des dessins animés. Personne ne m'a salué. J'étais le fantôme de la maison, présent mais invisible, toléré mais non désiré. J'ai pris mon café seul, debout au comptoir de la cuisine, parce que ma place à table avait été occupée par une pile de magazines de décoration de Camille. Exactement à 9 heures, la sonnette a retenti. Camille a froncé les sourcils. Qui sait à cette heure-ci? Daniel est allé ouvrir, encore en peignoir, irrité par l'interruption. Je suis resté dans la cuisine, mais je pouvais tout entendre. « Bonjour, je cherche monsieur Claude Mercier. » C'était la voix formelle et polie de Maurice. « Mon père, il est à l'intérieur. Mais qui êtes-vous ?»« Je suis maître Maurice Dubois, avocat. Et voici monsieur Philippe Laurent, directeur de la banque BNP Paribas. Nous venons à la demande de votre père. Pouvons-nous entrer ?» Le silence qui a suivi était délicieux. J'ai entendu les pas précipités de Daniel revenant vers la cuisine. « Papa, il y a un avocat et un directeur de banque à la porte qui veulent te parler. Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis levé lentement. J'ai ajusté ma chemise simple et je suis allé vers le salon, avec tout le calme du monde. Maurice était impeccable dans son costume gris, une mallette exécutive à la main. Philippe Laurent, un homme d'environ 45 ans, tenait une tablette. Tous deux m'ont salué avec un respect authentique. « Bonjour, monsieur Claude. »« Bonjour, Maurice. Philippe, merci d'être venu. » Daniel était paralysé dans le salon. Camille est apparue de la cuisine, encore en pyjama, avec une expression mêlant confusion et le début de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Maurice a répondu pour moi, avec cette voix professionnelle qui ne laissait aucune place au questionnement. « Je suis venu ici à la demande de mon client, monsieur Claude, pour éclaircir quelques questions importantes concernant le patrimoine et les finances. Je suggère que tout le monde s'assoie. » C'était comme si je venais d'annoncer la fin du monde. Camille et Daniel se sont regardés, cette communication silencieuse des couples qui savent que quelque chose de très mauvais est sur le point d'arriver.
Ils se sont assis sur le canapé, côte à côte, main dans la main. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'eux. Maurice est resté debout à mes côtés. Philippe a ouvert la tablette. « Monsieur Daniel, a commencé Maurice, avec cette patience calculée de quelqu'un qui va démonter une illusion pièce par pièce, savez-vous au nom de qui est enregistrée cette maison où nous sommes ?» Daniel a cligné des yeux confus. « À moi et à ma femme. On l'a financée quand on est venu à Lyon. » Maurice a secoué la tête négativement. « Incorrect. Cette propriété, située au 47 rue des Acacias, quartier de la Guillotière, Lyon 7e arrondissement, est enregistrée au bureau des hypothèques exclusivement au nom de Claude Mercier. Votre père. » Il a ouvert la mallette et a posé sur la table basse une copie certifiée de l'acte de propriété. Daniel a pris le document avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru les lignes 1, 2, 3 fois. Camille a arraché le papier de ses mains et l'a lu aussi, son visage devenant graduellement plus pâle. Mais comment? Je ne comprends pas. On a payé la compte avec l'argent que vous nous avez donné, papa. Oui, ai-je confirmé calmement. Vous avez payé la compte de 90 000 € avec une partie des 180 000 que j'ai transférée, mais le contrat d'achat a été fait à mon nom. Vous avez signé comme témoin, pas comme acheteur. Tu te souviens que j'avais dit qu'il valait mieux laisser à mon nom à cause du financement, que mon crédit était meilleur? Vous avez accepté sans même lire ce que vous signiez. Le silence était si profond que je pouvais entendre la respiration accélérée de Camille. Daniel semblait avoir été frappé par la foudre, ses mains tremblaient. « Mais le magasin est à nous !» Maurice a souri ce sourire triste de quelqu'un qui va donner une nouvelle encore pire. Le magasin de matériaux de construction Matériaux Pro, situé au 203 avenue Industrielle, est également enregistré comme société. Monsieur Claude détient 51% des parts. Et vous, monsieur Daniel, 49%. Voici le contrat de société que vous avez signé lors de l'ouverture de l'entreprise. Un autre document sur la table. Daniel ne l'a même pas pris cette fois. Son visage avait perdu toute couleur. Camille, par contre, devenait rouge. Je pouvais voir la colère commencer à bouillir, l'humiliation d'avoir été trompée, d'avoir sous-estimé le vieux fou qu'elle pensait contrôler. « Vous nous avez trompés !» a-t-elle crié, se levant d'un bond. « C'est de la fraude! On va porter plainte! On va... » « Madame va s'asseoir et écouter la suite !» a coupé Maurice, avec une fermeté qui a fait reculer Camille et se rasseoir. Il n'y a eu aucune fraude. Il y a eu des contrats légaux, dûment signés par les deux parties, avec témoins, reconnaissance de signature, tout dans la plus parfaite légalité. Si vous et votre mari avez signé sans lire, la responsabilité est exclusivement la vôtre. Philippe Laurent, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est avancé. « Monsieur Daniel, Madame Camille, je suis également venu ici pour clarifier une autre question. Concernant les finances de Monsieur Claude, il a tourné la tablette pour qu'il puisse voir l'écran. Votre père maintient dans notre établissement un compte professionnel avec un solde actuel d'1 342 000 €. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme une bombe. Daniel a écarquillé les yeux tellement que j'ai pensé qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Camille a fait un son étranglé, entre sanglots et cris étouffés. « C'est un mensonge », a murmuré Daniel. « Mon père est retraité. Il vit avec 1 200 € par mois. Il vous a permis de le croire, a complété Maurice. Mais la vérité est que votre père, en plus de sa retraite, reçoit mensuellement environ 7 000 € en revenus d'investissement divers. Fonds immobiliers, obligations d'État, actions d'entreprises de premier ordre. Investissement fait avec l'argent qu'il a reçu quand Renault Pièces a été vendu en 2019. Maurice a fait une pause pour laisser l'information s'installer, comme un avocat expérimenté sait le faire. Votre père avait plus d'1 million en patrimoine net quand il est venu habiter chez vous, et vous l'avez traité comme un indigent. Vous avez demandé un loyer à un homme qui est propriétaire de la maison. Vous avez humilié l'homme qui a financé votre affaire. Et vous avez fait tout ça pendant qu'il observait, notait et attendait de voir si vous montreriez le minimum de décence humaine. Daniel pleurait maintenant.
Ce n'étaient pas des larmes de repentir, j'ai remarqué. C'étaient des larmes de choc, de honte, de se rendre compte qu'il avait perdu quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Camille, par contre, calculait. Je la connaissais assez bien pour le savoir. Ses yeux bougeaient rapidement, traitant, cherchant une sortie, un angle, une façon de renverser la situation. « Alors qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-elle demandé, la voix froide maintenant, contrôlée. « Vous voulez nous mettre dehors de notre maison, fermer notre magasin, nous laisser dans la rue ?» Je l'ai regardé pendant un long moment. « Ce n'est pas votre maison, Camille. Ça ne l'a jamais été. Et quant à ce que je veux, j'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Je veux récupérer ma dignité. Je veux être traité comme un être humain, pas comme un fardeau. Et je veux que mon fils comprenne que la famille ne concerne pas l'argent. C'est le respect, c'est l'amour, des choses que vous deux avez complètement oubliées. » Daniel a finalement retrouvé sa voix, étranglée et brisée. « Papa, je suis désolé. Je ne savais pas que... » Camille a dit qu'il valait mieux que tu contribues, qu'on avait des difficultés financières. Des difficultés financières ?» ai-je interrompu, laissant pour la première fois un peu de colère transparaître. « Vous avez acheté une nouvelle voiture il y a 3 mois. Camille a un dressing plein de vêtements de marque. Vous dînez dehors 3 fois par semaine. Quelle difficulté, Daniel? Les seules difficultés ici étaient celles que vous avez créées dans vos têtes pour justifier de me traiter comme une ordure. » Maurice a posé plus de documents sur la table. Monsieur Claude m'a demandé de préparer quelques papiers. Le premier est un accord de dissolution de la société Matériaux Pro. Vous avez 2 options, Daniel. Racheter la part de votre père pour les 180 000 € qu'il a investis, corrigé de l'inflation, ce qui fait 210 000 €, ou vendre votre part à lui pour le même montant. Daniel a regardé les papiers comme s'ils étaient des serpents venimeux. « Je n'ai pas 210 000 €. »« Alors vous allez vendre votre part, » a dit Maurice simplement. « Et concernant la maison, votre père est disposé à vous permettre de continuer à y habiter, à condition que vous signiez un contrat de location au prix du marché, qui serait environ 1 800 € mensuels pour un bien immobilier de cette taille dans ce quartier. » Camille a explosé. « 1 800 €, c'est absurde, c'est du vol !» Maurice l'a fixé avec cette froideur professionnelle. « C'est le prix du marché, madame. En fait, je suis généreux, ça pourrait être plus. Et si vous n'êtes pas d'accord, votre beau-père peut lancer une procédure d'expulsion pour fin de prêt à usage. Vous auriez 30 jours pour partir. » L'air est sorti de Camille comme d'un ballon dégonflé. Daniel avait la tête entre les mains, sanglotant. Pierre est apparu à la porte du salon, effrayé par les pleurs de son père. « Papy, pourquoi papa pleure ?» Je me suis levé et je suis allé vers mon petit-fils. Je me suis agenouillé devant lui avec difficulté. Ce garçon doux de 6 ans était la seule chose pure dans cette maison. Parfois les adultes pleurent quand ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs, mon amour. Mais tout ira bien. J'ai embrassé son front et lui ai demandé de retourner dans sa chambre. Quand je me suis relevé, j'ai fait face à mon fils. « Daniel, je t'ai tout donné, pas seulement de l'argent. J'ai donné du temps, du dévouement, de l'amour. J'ai travaillé doublement pour que tu aies une vie meilleure que la mienne. J'ai vendu la maison où ta mère est morte, où nous avons 35 ans de souvenirs, pour réaliser ton rêve. Et comment tu me remercies? En me transformant en locataire indésirable de ma propre propriété. » Ma voix s'est brisée un peu, mais j'ai continué. « Tu as oublié qui je suis, tu as oublié d'où tu viens, tu as laissé cette femme, j'ai pointé Camille, empoisonner ton cœur avec la cupidité. »« Ne parle pas comme ça de ma femme !» a crié Daniel, se levant soudainement. C'était la première fois qu'il montrait une émotion autre que le choc. « Elle n'est responsable de rien. Elle est responsable de tout, » ai-je répondu calmement. C'est elle qui a commencé avec les commentaires venimeux. C'est elle qui t'a convaincu de me demander un loyer. C'est elle qui a transformé cette maison en enfer pour moi. Et toi, lâche, tu as laissé faire. Pire, tu as été d'accord. Daniel a ouvert la bouche pour répliquer, mais Maurice est intervenu. « Messieurs, pouvons-nous revenir aux documents ?»
Monsieur Claude a encore quelque chose à régler ici. Philippe Laurent a montré un autre écran sur la tablette. Je suis également venu pour informer que Monsieur Claude a demandé le blocage préventif de tout mouvement financier sur le compte joint qu'il maintenait avec Monsieur Daniel à l'agence. Nous avons identifié 3 tentatives de virement non autorisées au cours des 2 derniers mois, totalisant 23 000 €. Daniel est redevenu pâle. Camille a regardé le sol. « Vous me voliez ?» ai-je demandé, plus triste que en colère. « Ce n'était pas du vol, » a répliqué Camille. « Vous êtes associé du magasin. C'était de l'argent de l'entreprise. C'était de l'argent du compte personnel de Monsieur Claude, qu'il maintenait joint avec son fils uniquement pour les urgences médicales, » a corrigé Philippe. « Les virements ont été faits vers le compte personnel de Madame Camille. Achat dans des boutiques de vêtements, restaurants, un salon de beauté, difficilement classifiable comme dépenses professionnelles. C'était la goutte finale. J'ai regardé ces deux-là, assis sur ce canapé que j'avais aidé à acheter, dans cette maison que j'avais financée, entourée du confort que mon argent avait procuré, et j'ai ressenti un mélange de pitié et de dégoût. Maurice, tu peux préparer tous les documents. Je veux la dissolution de la société, je veux le contrat de location, je veux le compte joint fermé, et je veux un inventaire complet de tout ce qui est dans cette maison pour savoir ce qui est à moi et ce qui est à eux. Tout est déjà prêt. Maurice a sorti un épais dossier de sa mallette. Il suffit de signer. Daniel a regardé les documents, puis moi. Et si on ne signe pas? Alors je lance les procédures judiciaires appropriées, ai-je répondu. Expulsion, dissolution forcée de société, enquête pour appropriation indue. Ce sera plus long, plus cher pour vous, et beaucoup plus humiliant. Choisissez. Camille a pris le stylo avec tellement de force que j'ai pensé qu'elle allait le casser. Elle a signé chaque document avec des gribouillis rageurs. Daniel a hésité à chaque page, les larmes brouillant certaines signatures, mais il a signé. Quand ils ont eu fini, Maurice a tout récupéré méthodiquement. « Parfait. Vous avez 30 jours pour liquider votre part de la société, Daniel. Après ce délai, Monsieur Claude prendra le contrôle total de Matériaux Pro. Quant au loyer, le premier paiement est dû le 5 du mois prochain. Tout retard supérieur à 10 jours entraînera une notification d'expulsion. » Il a tout rangé dans la mallette. « Messieurs, mon travail ici est terminé. Monsieur Claude, on y va ?» J'ai regardé autour une dernière fois. Ce salon où j'avais passé 6 mois à me sentir invisible. Cette cuisine où j'avais pris mon café en silence tous les matins. Ce canapé inconfortable où j'avais dormi en étant traité comme un indigent. Allons-y. J'ai marché vers la porte, Maurice et Philippe me suivant. Daniel m'a appelé alors que j'étais presque sorti. « Papa, où tu vas ?» Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Dans un endroit où je n'ai pas besoin de demander la permission d'exister. Dans un endroit où je suis respecté, loin de vous deux. Mais tu es mon père. J'étais ton père, ai-je corrigé, me retournant finalement pour le regarder. Maintenant, je ne suis que Claude Mercier, propriétaire de cette propriété et associé majoritaire de ton affaire. Rien de plus. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement partir. Je peux, et je vais le faire. Vous m'avez appris que la famille concerne l'argent, pas l'amour. Alors, je vais vous traiter comme on traite des partenaires d'affaires, froidement, professionnellement, sans implication émotionnelle. Camille s'est levée, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du désespoir dans ses yeux. Et le magasin? Comment on va l'administrer si vous avez 51%? J'ai nommé un gérant professionnel. Maurice a répondu pour moi. Quelqu'un de compétent qui va garantir que l'affaire fonctionne correctement. Vous continuez à y travailler, mais maintenant sous supervision. Et tous les bénéfices seront divisés proportionnellement aux parts. 51% pour Monsieur Claude, 49% pour vous. Fini les emprunts non autorisés. Je suis sorti de cette maison sans regarder en arrière. Je suis monté dans la voiture de Maurice, une Mercedes noire luisante, et pour la première fois en moi, j'ai respiré de l'air pur. Philippe a suivi dans sa voiture.
Pendant que nous nous éloignions de la rue des Acacias, j'ai vu dans le rétroviseur Daniel, debout sur le trottoir, regardant, probablement encore en train de digérer le tremblement de terre qui venait de se produire dans sa vie. « Où maintenant ?» a demandé Maurice. « À l'Ibis Style du centre. J'ai déjà réservé pour quelques jours pendant que je cherche un appartement à louer. » Louer. Claude, tu as plus d'1 million en investissement. Tu peux acheter un appartement comptant. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Je ne veux plus de propriété, Maurice. Je veux la liberté. Je veux pouvoir partir si je n'aime pas l'endroit, sans bureaucratie, sans attachement. J'ai appris que moins on a de racines, plus on est libre. Maurice a acquiescé en comprenant. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il demande « Tu penses qu'ils vont réussir à payer le loyer ? 1800, ce n'est pas rien. » Je ne sais pas, et honnêtement, ça ne m'importe plus. S'ils ne paient pas, j'expulse et je loue à quelqu'un d'autre. Peut-être à une famille qui apprécie d'avoir un toit sur la tête. Et le magasin ? Le magasin marche bien, malgré leur incompétence. Avec un gérant professionnel, il rapportera encore plus. Et s'ils n'aiment pas travailler sous supervision, ils peuvent démissionner. Alors, j'engage d'autres personnes. Tu es devenu dur, Claude. Non, Maurice, j'ai juste arrêté d'être un imbécile. C'est différent. Nous sommes arrivés à l'hôtel. C'était un endroit simple, mais propre, fonctionnel. La chambre avait un lit double, une télé, une petite salle de bain. Parfait pour moi. J'ai posé ma valise par terre et je me suis assis sur le lit, sentant le poids de 6 mois d'humiliation enfin quitter mes épaules. Maurice est resté à la porte. « Tu veux que je m'occupe de tout à partir de maintenant ? Les loyers, le magasin, les recouvrements ? Oui. Je ne veux plus de contact direct avec eux. Tout via toi ou le gérant du magasin. S'ils ont besoin de me parler, qu'ils envoient un email formel. Fini l'histoire de père et fils. Maintenant, c'est juste des affaires. » Compris. Et Claude ? Oui ? Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que ça fait mal, mais tu as fait ce qu'il fallait. Aucun père ne mérite d'être traité comme ça. Après le départ de Maurice, je suis resté seul dans cette chambre d'hôtel. J'ai allumé la télé plus pour avoir un bruit de fond que pour vraiment regarder. J'ai pensé à Louise. J'ai pensé à comme elle serait fière de moi pour m'être enfin imposée. Mais j'ai aussi pensé à comme elle serait triste de voir ce que notre fils était devenu. J'ai pleuré un peu. Pas beaucoup, parce que j'avais déjà trop pleuré ces derniers mois, mais assez pour nettoyer l'âme. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois en semaines. Sans le canapé inconfortable, sans le bruit du vieux frigo de la cuisine, sans la peur de me réveiller et de trouver encore plus d'humiliation qui m'attend au petit déjeuner. J'ai dormi lourdement, profondément, d'un sommeil réparateur. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des appartements à louer. Je voulais quelque chose de petit, dans un quartier tranquille, près d'un parc où je pourrais marcher le matin. J'ai trouvé un loft de 50 mètres carrés dans le quartier de la Croix-Rousse, meublé, avec un balcon donnant sur une petite place arborée. 1 200 € de loyer. Parfait. J'ai signé le contrat le jour même. J'ai déménagé le lendemain. Pas que j'ai eu beaucoup de choses à déménager. 2 valises de vêtements, la photo de Louise, mes médicaments. J'ai acheté quelque chose basique. Du linge de lit neuf, des serviettes douces, une bonne cafetière électrique. Pour la première fois depuis longtemps, je construisais un espace qui était vraiment le mien. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je me réveillais et il me fallait quelques secondes pour me rappeler où j'étais. Il n'y avait personne qui m'ignorait au petit déjeuner. Il n'y avait pas de commentaires méchants. Il n'y avait pas de tension dans l'air. C'était le silence, mais un silence paisible, choisi, désiré. Maurice m'appelait tous les 2 jours avec des nouvelles. Daniel et Camille essayaient d'administrer le magasin sous la supervision du nouveau gérant, un homme compétent nommé Robert, qui n'acceptait ni excuses ni raccourcis. Les ventes s'étaient même un peu améliorées. Le loyer de la maison, en retard. Le jour 10, Maurice a envoyé la première notification. Le jour 15, Daniel a déposé l'argent, probablement en vendant quelque chose ou en empruntant à quelqu'un.
Je ne me suis pas soucié de savoir. J'ai commencé à me faire des amis dans le nouvel immeuble. Madame Marlène, une dame de 72 ans qui habitait l'appartement d'à côté, m'a invité à prendre un café sur son balcon. Nous avons parlé pendant des heures. Elle était veuve aussi, avait 3 enfants qui habitaient dans d'autres villes et qui l'appelaient tous les dimanches. « J'ai de la chance », a-t-elle dit. « Mes garçons me respectent. » J'ai juste souri et dit « Vous en avez vraiment ?» 2 mois après avoir quitté cette maison, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait appuyer sur le bouton vert. « Allô ?» C'était Daniel. La voix était différente, plus mature peut-être, certainement plus fatiguée. « Papa, c'est moi. » Silence. « Je sais que tu ne veux pas me parler. Et je comprends. Mais je devais appeler. Je devais dire que je suis désolé. Vraiment. Tu es désolé de quoi, Daniel? De m'avoir humilié? De m'avoir demandé un loyer dans ma propre maison? D'avoir laissé ta femme me traiter comme une ordure? Ou tu es désolé parce que tu as découvert que je n'étais pas le vieux fauché que tu imaginais? J'ai entendu un soupir de l'autre côté. Des deux. Parce que j'ai été un fils horrible. Et parce que j'ai été un idiot. J'ai laissé l'argent m'aveugler. J'ai laissé Camille me convaincre de choses que je savais être mauvaises. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Tout. J'ai divorcé de Camille. Ça m'a pris par surprise. Comment ça? Elle me trompait, papa. J'ai découvert il y a 2 semaines, avec le gérant de la filiale de notre magasin à Villeurbanne, le type qu'elle a tellement insisté pour que j'engage. Elle détournait aussi de l'argent, mais de petites sommes que je ne remarquais pas. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle le méritait, parce qu'elle devait supporter de vivre dans une maison louée et de travailler dans un magasin qui n'était pas le sien. J'ai fermé les yeux. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de la nouvelle, juste une profonde tristesse. Je suis désolé, Daniel. Ne le sois pas, tu avais raison sur elle depuis le début. C'est moi qui ai été trop bête pour voir. Silence à nouveau. Papa, je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je voulais que tu saches que chaque jour, je me réveille en me détestant pour ce que j'ai fait. Je me réveille en me rappelant de ton visage quand on t'a humilié. Et je me déteste encore plus. Daniel, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je ne demande pas à redevenir ton fils. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. J'ai compris ce que tu as fait. Le test, la protection, tout. Et j'ai compris que j'ai lamentablement échoué. Sa voix s'est brisée. Maman aurait eu honte de moi. Ta mère t'aimait inconditionnellement, ai-je dit, sentant mes propres larmes. Tout comme moi. L'amour ne s'arrête pas, Daniel. Mais la confiance, le respect, ces choses prennent du temps à reconstruire. Je sais, et je ne demande pas de reconstruire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que j'ai appris la leçon. De la façon la plus douloureuse possible, mais je l'ai apprise. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais continuer à travailler au magasin. Robert est dur mais juste, j'apprends beaucoup avec lui. Et je vais continuer à payer le loyer à temps, évidemment. C'est la maison où mon fils habite. Je dois lui donner de la stabilité. Comment va Pierre? Il a le mal de son papy. Il demande de tes nouvelles tous les jours. Mon cœur s'est serré. Ce garçon doux n'était coupable de rien. Dis-lui que papy va bien et qu'il pense à lui aussi. Est-ce que je peux l'amener te voir un jour? Pas tout de suite, juste quand tu te sentiras prêt. J'ai réfléchi un long moment. Peut-être, un jour. Mais pas maintenant, Daniel. C'est encore trop récent, ça fait encore trop mal. Je comprends. Et papa? Oui. Merci d'avoir répondu. C'est déjà plus que je ne méritais. J'ai raccroché et je suis resté à regarder le téléphone pendant longtemps. Maurice avait raison. J'avais fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi ce qui est juste fait-il si mal? 1 mois de plus est passé. La vie suivait sa routine tranquille. Promenades au parc le matin, déjeuner dans des restaurants simples du quartier, après-midi à lire sur le canapé ou à regarder la télé, dîner avec Madame Marlène ou seul, sans hâte, sans jugement. C'était une vie paisible, mais peut-être trop paisible.
Je commençais à sentir qu'il manquait quelque chose. Un but, peut-être, ou de la compagnie, ou les deux. C'est alors que j'ai rencontré Hélène. Elle avait 63 ans, était professeure de littérature à la retraite, veuve depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés au parc. Elle était assise sur un banc en lisant 100 ans de solitude, et j'ai commenté que c'était un de mes livres préférés. Nous avons commencé à parler, d'abord de livres, puis de la vie, des pertes, des recommencements. Elle avait une fille qui habitait à Marseille et qui lui rendait visite tous les 2 mois. Ma Béatrice est merveilleuse, disait Hélène avec cette lueur dans les yeux d'une mère fière. Elle appelle tous les jours, s'inquiète, m'inclut dans ses décisions. J'ai beaucoup de chance. J'ai commencé à retrouver Hélène au parc tous les jours, puis les rencontres sont devenues des cafés, dans une charmante boulangerie à proximité, puis des déjeuners, puis des dîners. Elle connaissait mon histoire avec Daniel. Je lui ai tout raconté un après-midi pluvieux où nous étions coincés dans une librairie en attendant que l'orage passe. Hélène m'a écouté sans m'interrompre, tenant ma main quand ma voix faiblissait. Quand j'ai terminé, elle a juste dit « Tu es un homme fort, Claude, et tu as fait ce qu'il fallait faire, mais ne laisse pas la rancœur durcir complètement ton cœur. Il y a encore du temps pour d'autres histoires. » D'autres histoires. J'ai aimé cette idée. 3 mois après avoir quitté cette maison rue des Acacias, je construisais une nouvelle vie. Pas une vie parfaite, mais une vie digne. Une vie où je me réveillais sans peur. Une vie où j'étais respecté. Une vie où, pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureux. Le magasin Matériaux Pro prospérait sous la gestion de Robert. Les bénéfices avaient augmenté de 40%. Ma part des dividendes avait déjà dépassé 300 000 € accumulés. Daniel continuait à y travailler, ponctuel, dévoué, essayant probablement de prouver quelque chose à lui-même ou à moi. Je ne sais pas. Nous ne parlions pas. Maurice me disait qu'il demandait de mes nouvelles parfois, qu'il habitait seul dans un petit appartement après le divorce avec Camille, que Pierre passait les week-ends avec lui, qu'il essayait d'être un meilleur père. Une partie de moi voulait croire qu'il avait vraiment changé. Une autre partie, la partie qui saignait encore en se rappelant des humiliations, restait sceptique. Un samedi après-midi, 6 mois après tout ça, j'étais sur la place avec Hélène quand j'ai vu un enfant courir dans ma direction. C'était Pierre, plus grand, les cheveux plus longs, mais indéniablement mon petit-fils. « Papy !» Il s'est jeté dans mes bras avec tellement de force que nous avons failli tomber tous les deux. Je l'ai serré fort, sentant les larmes venir sans permission. « Pierre, mon garçon, comme tu as grandi !» Daniel était à quelques mètres, hésitant, les mains dans les poches. Il a fait un geste comme pour s'approcher, mais s'est arrêté. Hélène a touché mon bras doucement. « Je vais faire un tour. On se retrouve ici dans une demi-heure ?» J'ai acquiescé avec reconnaissance. Pierre bavardait sans arrêt, racontant l'école, les amis, le nouveau jeu vidéo. Il était heureux. C'était visible. Daniel s'est finalement approché. Désolé d'apparaître comme ça. Je n'avais pas prévu. On était au parc et Pierre t'a vu. Il est parti en courant avant que je puisse... C'est bon. Nous sommes restés là, tous les 3, dans un silence qui n'était pas exactement confortable, mais qui n'était pas hostile non plus. Finalement, Daniel a dit « Tu as l'air bien, papa. Tu as l'air heureux. » Ce n'était pas une question, c'était une observation. Je le suis. Je suis content. Vraiment. Pierre a tiré ma main. « Papy, tu vas revenir habiter avec nous ?» Avant que je puisse répondre, Daniel s'est avancé. « Non, mon fils. Papy a sa maison maintenant. Un endroit qu'il aime. Mais peut-être qu'on pourra lui rendre visite de temps en temps, s'il le permet. » J'ai regardé mon fils. Il y avait quelque chose de différent en lui. L'arrogance avait disparu. La froideur avait été remplacée par de l'humilité, du repentir sincère. Je ne savais pas trop. Peut-être, ai-je répondu, un jour. Ce un jour s'est transformé en visite mensuelle. D'abord juste Pierre, qui venait passer quelques heures avec moi et avec Hélène. Les deux s'entendaient très bien depuis le début. Puis, occasionnellement, Daniel aussi.
Les conversations étaient prudentes, superficielles. Nous parlions du magasin, de la météo, de Pierre, jamais du passé, jamais de ce qui s'était passé dans cette maison. C'était comme s'il y avait un accord tacite entre nous. C'était arrivé, ça avait laissé des cicatrices, mais regarder directement les blessures ne ferait que les faire saigner à nouveau. 1 an est passé, puis 2. La vie continuait. Hélène et moi étions devenus inséparables. Nous n'habitions pas ensemble. Nous valorisions tous deux trop notre indépendance pour ça. Mais nous dînions ensemble presque tous les soirs. Nous voyagions, nous partagions des livres et des rires et des silences confortables. Elle a rencontré Daniel et Pierre. Elle a été polie, gentille, mais a gardé une certaine distance. Je ne veux pas m'immiscer où je n'ai pas été invitée, a-t-elle expliqué. C'est ton histoire, ton processus. Daniel a continué à travailler chez Matériaux Pro. Robert l'a promu directeur des ventes. Apparemment, ça allait bien. Il payait le loyer à temps tous les mois. Il n'a jamais demandé de réduction, n'a jamais réclamé. Lors d'une visite, il a mentionné qu'il voyait quelqu'un. Une infirmière nommée Patricia, divorcée, sans enfant. Elle est complètement différente de Camille, papa. Simple, travailleuse, honnête. J'ai juste dit « J'espère que tu seras heureux, Daniel ». Et je le pensais vraiment. Aujourd'hui, 3 ans après ce jour où Maurice a sonné à la porte et a tout changé, je suis assis sur le balcon de mon loft, buvant mon café et regardant le soleil se lever sur Lyon. Hélène dort encore dans la chambre. Elle a passé la nuit après que nous ayons dîné dans un nouveau restaurant du quartier. Dans la poche de mon peignoir se trouve le portable. Un message de Daniel d'hier soir auquel je n'ai pas encore répondu. Papa, Patricia et moi allons nous marier le mois prochain. Petite cérémonie, juste la famille proche. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais beaucoup que tu sois là. Je relis le message pour la 10e fois. Une partie de moi porte encore la rancœur, le souvenir de cette nuit à dormir sur le canapé, des regards de mépris, des mots cruels. Mais une autre partie, une partie qui a grandi pendant ces 3 ans de paix, de thérapie. Oui, j'ai commencé une thérapie, de longues conversations avec Hélène. Cette partie comprend que garder la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demande Hélène, apparaissant sur le balcon avec une tasse de thé, encore en pyjama. « Je pense que je vais y aller », je réponds, me surprenant moi-même. Je pense qu'il est temps de vraiment pardonner. Pas pour lui, pour moi. Hélène sourit et embrasse mon front. « Tu es un homme sage, Claude Mercier. » Je tape la réponse. « Je serai là. Félicitations à vous deux. » La réponse de Daniel arrive en quelques secondes. « Merci, papa. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. » Je pose le portable et regarde à nouveau le lever du soleil. Ma vie n'est pas parfaite. Je porte encore des cicatrices. Je me réveille encore certaines nuits en me souvenant des humiliations et je sens la colère serrer ma poitrine. Mais j'ai appris que pardonner n'est pas oublier. C'est choisir de ne pas laisser le passé empoisonner le présent. J'ai appris que la dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un peut te prendre. C'est quelque chose que tu choisis de garder, même quand tout conspire pour que tu la perdes. J'ai appris que la vraie famille n'est pas celle unie par le sang, mais celle unie par le respect, par l'amour sincère, par les actes et pas seulement les mots. Et j'ai appris, peut-être la leçon la plus importante, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 68 ans, j'ai une petite amie merveilleuse, un petit-fils qui m'adore, un patrimoine qui me donne de la sécurité et une paix d'esprit que je n'échangerai pour rien. Mon fils a échoué au test que j'ai appliqué, mais il a aussi appris de son échec. Et c'est peut-être ça qui sépare les vrais êtres humains des êtres humains perdus. La capacité d'apprendre, de changer, de grandir, même après avoir commis les erreurs les plus terribles. Je ne sais pas si notre relation redeviendra ce qu'elle était avant. Probablement pas. Je ne serai probablement jamais plus le père qu'il appelle tous les jours, qu'il visite tous les dimanches, qu'il embrasse sans réfléchir. Ce père est mort le jour où ils m'ont fait dormir sur le canapé. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau.
Pas une relation de père et fils au sens traditionnel, mais une relation de deux hommes qui se respectent, qui reconnaissent les erreurs du passé, qui choisissent d'avancer sans porter tant de poids sur leurs épaules. Et si nous n'y arrivons pas, si les blessures sont trop profondes, eh bien, ça ira aussi. Parce que j'ai appris que mon bonheur ne dépend de personne d'autre que moi-même. J'ai appris que je peux aller bien, être heureux, être en paix, même sans l'approbation ou l'amour des gens que je pensais éternels dans ma vie. Le soleil est complètement au-dessus de l'horizon maintenant. Un nouveau jour. Un jour de plus de dignité récupérée, de paix conquise, de vie vécue selon mes propres termes. Hélène m'appelle pour le petit déjeuner. Je vais vers elle avec un sourire. Parce que s'il y a une chose que tout ce processus m'a appris, c'est que la vie est trop courte pour s'aigrir dans la rancœur, mais trop longue pour vivre sans dignité. Et moi, Claude Mercier, j'ai choisi la dignité. J'ai choisi le respect de soi. J'ai choisi la paix. Et si ça m'a coûté la relation avec mon fils pendant un temps, si ça a fait de moi le méchant de son histoire pendant quelques années, qu'il en soit ainsi. Parce qu'au final, quand je pose ma tête sur l'oreiller tous les soirs, je peux le faire en sachant que je n'ai plus jamais dormi sur le canapé de personne, que je n'ai plus jamais avalé l'humiliation en silence, que je n'ai plus jamais permis qu'on me traite comme moins que ce que je suis. Et ça, j'ai découvert, vaut plus que n'importe quelle réconciliation forcée, n'importe quel pardon immérité, n'importe quelle famille qui ne te valorise que quand elle découvre combien tu vaux. La vraie famille te valorise quand tu n'as rien. La vraie famille te respecte même quand elle n'y est pas obligée. La vraie famille n'a pas besoin d'un avocat à la porte pour apprendre le sens du mot dignité. Je finis mon café. J'embrasse Hélène. Et je me prépare pour un jour de plus de cette nouvelle vie que j'ai construite sur les ruines de l'ancienne. Une vie où je ne suis pas riche en relations familiales, mais je suis riche en paix, en respect de soi, en amour véritable. Et j'ai découvert que c'est ça au final qui compte vraiment, parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, toute la famille du monde, tous les biens matériels imaginables. Mais si tu n'as pas de dignité, si tu n'as pas de respect de soi, si tu ne peux pas te regarder dans le miroir et aimer ce que tu vois, tu n'as rien. Je me regarde dans le miroir aujourd'hui et je vois un homme qui a survécu à la tempête, qui a choisi la dignité quand il aurait été plus facile d'accepter des miettes d'affection, qui a enseigné la leçon la plus dure qu'un père puisse enseigner à son fils. Que le respect n'est pas optionnel, c'est fondamental. Et si mon fils a appris cette leçon, tant mieux. S'il ne l'a pas apprise, patience. Parce qu'au final, chacun est responsable de son propre chemin, de ses propres choix, de ses propres conséquences. J'ai fait mes choix. J'ai assumé mes conséquences. Et je suis en paix avec les deux. Et quand viendra l'heure de fermer les yeux pour la dernière fois, je pourrai le faire en sachant que j'ai vécu selon mes valeurs, que je n'ai jamais trahi qui je suis, que je n'ai jamais accepté d'être moins que ce que je mérite. Et ça, j'ai appris dans les dernières heures avant de dormir dans des chambres d'hôtel solitaires et de me réveiller dans des lofts illuminés par le soleil, ça, c'est la vraie liberté. La liberté d'être qui tu es, sans t'excuser, sans accepter des miettes, sans dormir sur les canapés des autres quand tu es propriétaire de la maison. C'est mon histoire. L'histoire d'un homme qui a été testé jusqu'à la limite, qui a été humilié dans la maison qu'il a aidé à acheter, qui a été traité comme un fardeau par son propre fils. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui s'est relevé, qui a récupéré sa dignité, qui a choisi la paix au lieu de l'amertume. Ce n'est pas une histoire avec une fin heureuse traditionnelle. Elle ne se termine pas avec des embrassades chaleureuses et une réconciliation complète. Mais elle se termine avec quelque chose de mieux. Elle se termine avec un homme libre, digne, respecté, aimé par ceux qui comptent vraiment. Et si tu lis ou écoutes ça, si tu traverses quelque chose de similaire, si tu dors sur le canapé de ta propre vie pendant que d'autres occupent ta place, sache, tu mérites mieux, tu mérites le respect, tu mérites la dignité. Tu mérites te réveiller tous les jours en sachant que tu n'es pas un fardeau, que tu n'es pas un obstacle, que tu n'es pas une faveur que quelqu'un fait. Tu as de la valeur.
Tu es important. Tu mérites un amour véritable, pas une tolérance déguisée. Et si tu dois partir, pars. Si tu dois recommencer, recommence. Si tu dois te prouver à toi-même que tu es plus que ce qu'ils pensent, prouve-le. Mais fais-le pour toi, pas par vengeance, pas par colère, par amour-propre, par dignité, par respect pour qui tu es et pour ce que tu as traversé pour arriver ici. Parce qu'à la fin, quand les lumières s'éteignent et que tu te retrouves seul avec tes pensées, la seule personne qui doit être en paix avec tes choix, c'est toi-même. Et moi, Claude Mercier, je suis en paix. Finalement, complètement, irrévocablement. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. This is creepy. All right, boys. Yeah, why does it You're look playing like this? detective. I don't What know. next? Are we in the old apartment with all the kids? I don't think so. Could be wrong. Flat number 3 is locked. Maybe the strange man who lives there has seen something, or maybe he saw too much. We will interrogate him later. Hey, where are you going? Wait for me! Detective Julie's partner has left the area of investigation. I like this Now quest, it's funny. interested in some clue. It appears that he's gone Sad, down to though. the basement. I'm following the Yeah. lead now. This place is empty. I'm creeped out. Check the basement. I don't know if that's ever a good idea. There's other rooms that we didn't check. No? Yeah, there's a room upstairs. Upstairs? How did you get up there? Stairs. Yeah, that would. That's fine. It wasn't really much, just loot. The thing is, Kimmy, if I join a plus spend the same difficulty and keeps the zombies hard for me, plus I can bring non-OP versions. That's fair. Okay, what now? Detective Julie reporting. I'm entering the basement to check the trace. Mike, are you here? Mike, is that you? Oh god. Do you reckon Mike was a zombie? Probably. Oh, there's a fucking blood handprint on it. Oh, that's creepy. Oh, Search apartment 3 for basement keys. I think you're in it. Oh, you got him. I think so. Okay, down here. Oh, Jesus. God. Puppy dog. Mike was the dog. Mike! That's sad. Hmm. And that was Mike. Shit. What the fuck? Maybe this thing's saying meat. See that? Ow! Whoa, he hit hard. Oh my god! What the fuck was that about? Did you see your health bar? I don't see my health bar. Oh no, I do. Okay. Case closed. Jesus Christ. So you ate the fucking dog? There's a He- picture of Key! I think he was a cannibal because I'm seeing body parts all over the place. Look. What? Cute! You're not one of the fucking developers' cats. Looks A kind real, of silly. it's a real picture. Blueprint Yeah, it's cute. Gunhammer. What? I did Yeah. that. Oh, maybe I got that as well.
So you've got lightning like Zeus and fire like... I can't say that. Hey, keep using this, people might start worshipping you. That's cool. Oh, you can use this on your two-handed hammer. If you've got one. I've already put a mod on it. Oh, I actually Take it didn't off. mod my katana. Fuck. The cat's cute as fuck. I was laughing at chat. Well, he just wants to meet you, G's. And yet again, we open on the... Oh, God. We open on Kimmy the Brave traversing this Polaris... Polaris? What is a perilous realm in order to not only survive the apocalypse, but annihilate his enemies as well?